Bonjour à tous, nous sommes suivis par 120 personnes à l'échelle planétaire. Cette séance numéro 5 est toute une aventure. Nous allons découvrir des pays à travers des langues variées, le Wapichana, l'italien, le coréen et l'anglais. Alors, notre première intervenante, Madame Ananda Machado de l'Université fédérale de Roraima du Brésil. Ananda, je te laisse la parole. Bonjour, je remercie pour l'invitation et je vous félicite pour l'organisation de cette séminaire très important. Et je voudrais, pour commencer, vous montrer une vidéo qu'on a travaillé jusqu'au début de l'isolement social. Jumlamu yeze ivo, lumrir coronavírus prang rir, come mantolega, nene be apopai. Yang tumbe alit pushing kubia, morobai aparan dian rebai no. Rir ni tuari de, onolek pe pijala bai no. Korene pugru pe mongola mukreda gomula, charon nene bia gomula, morobai prabile kam salana de. Rene alenan korang nulan kong, charon kong pugru koreda prae de, ali udan koniging, masabra aparan dia eba non sene prang la. Merci. Alors, afin de prévenir et de faire comprendre aux locuteurs des langues indigènes ce qui se passe dans le monde, dans le contexte de COVID-19, et de faire écouter à un grand nombre de personnes les langues indigènes de Roraima, nous avons travaillé la production d'une série de vidéos visant à informer les peuples indigènes de l'État sur les symptômes et les moyens de prévenir la contagion du COVID-19. Le matériel a été enseigné dans les langues suivantes: Makushi, Taurepan, Pemon, Wapchana, Waiwai, Yanomami et Ekuana. Nous avons pris l'initiative de contribuer à réduire la propagation du coronavirus aux soins de la population indigène. Le matériel est diffusé sur la télévision universitaire, chaîne 2.1, sur les réseaux sociaux de l'Université fédérale de Roraima. Il a également été mis à disposition sur les chaînes UFRR sur YouTube, ce qui permet de les partager avec toute personne intéressée. L'initiative est partie du principe que le moment est sensible pour la menace du coronavirus lorsque l'être humain est complètement vulnérable et que les peuples indigènes, de par leur nature, sont encore plus vulnérables. L'anthropologue Pedro Cesarino rappelle que de nombreux peuples indigènes vivent dans un état de quarantaine permanent. L'éloignement est pris comme une ressource pour échapper aux maux qui accompagnent les merchandises. Tout cela indique une façon singulière de concevoir le temps et la relation avec le bien-vivre. Cesarino a également déclaré que ce moment nous fait regarder de plus près la crise civilisatrice dans laquelle nous vivons, dans laquelle une minorité qui a le pouvoir et les biens entrave les droits de la majorité. Nous vous rappelons qu'un indigène qui ne comprend pas le portugais a besoin, il a le droit d'avoir une explication dans sa langue. Les participants aux vidéos sont du Conseil indigène de Roraima, CIR, Rutucara, SEDUM, ODIC, OPI, sont les organisations des Indiens de la ville, des professeurs indiens, qui ont leur siège à Boa Vista. Ils ont traduit les textes qui parlent que le coronavirus est une infection respiratoire, que ça donne une forte fièvre, toux, douleur, difficulté à respirer,
Et pour éviter les contagions, vous devez laver les mains à l'eau et au savon, ou utiliser les gels à base d'alcool. Vous couvrez le nez et la bouche lorsque vous éternuez ou toussez. Vous tenez plus de 2 mètres des autres personnes. Maintenez un environnement bien ventilé. Ne pas partager d'objets personnels. Les images ont été réalisées pour les dirigeants, qui sont les filmer avec leur téléphone portable. Et les montages et les sous-titrages a été fait à TV universitaire. L'UFR compte de nombreux étudiants autochtones. Ils parlent diverses langues. Il est essentiel que l'institution soit capable de communiquer avec eux et leur communauté. Cette action de vidéo a eu des répercussions nationales, a commencé pour les publications au site de l'université en 15 avril de cette année, puis après au portail de l'Amazonie. La télévision Canção Nova de São Paulo a publié l'université offrait aux Indiens des conseils pour lutter contre la pandémie. D'autres actions sont également encouragées dans tout le Brésil pour faire face à cette pandémie. Rádio Yandé, c'est une radio indigène, organise une série de débats en ligne, parmi lesquels les santé des indigènes en temps de pandémie, la sécurité alimentaire et la diversité des indigènes et autres. Nous préparons 2 cours pour enseigner les langues Makushi-Wapixana de manière instrumentale dans l'enseignement à distance. Elles dureront 120 heures. Et chaque jour, l'élève devra accomplir certaines tâches et donc être contrôlé sa présence et son apprentissage. L'université, elle se préoccupe pour enseigner ces langues à tous. Nous avons également l'intention de continuer à enregistrer des vidéos de langue indigène de Roraima pour aider à collecter du tissu pour fabriquer des masques, de la nourriture, pour diffuser plus les détails sur le fonctionnement de cette maladie et les manières d'éviter la contagion. En fait, comme le fait remarquer à juste titre Pedro Niemeyer Cesarino dans l'article L'impossible normalité, les contrepoints des sociétés indigènes, bien contemporains, il est courant que les collectifs indigènes soient considérés comme issus du passé. Ils peuvent alors nous donner des indices importants sur la façon de construire un avenir possible. Ailton Krenak parle d'une époque où l'angoisse n'existait pas à coup sûr. À partir de ces réflexions, nous nous demandons comment sera-t-il si la règle était la précarité, l'incontrôlable et l'hétérogénéité étaient les principales caractéristiques de notre époque. Krenak considère que l'humanité et le monde peuvent se reposer et guérir. Il se rend compte que le temps de cette pression, de cette violence est cyclique. Cela arrive maintenant, mais cela s'est aussi produit dans un autre temps. Krenak nous rappelle que peut-être dans l'histoire récente du Brésil, les peuples indigènes n'ont pas subi une attaque aussi systématique que celle qui s'est produite en ce moment avec ces gouvernements. Parce qu'elle a des déclarations d'agents publics qui encouragent la violence contre les indigènes. C'est là les paroles de Krenak. Aujourd'hui, nous avons des communautés indigènes du nord au sud du pays qui interagissent et qui forment un réseau actif d'information et de mobilisation. Cela aurait été pire si nous n'avions pas pu s'appuyer ces moyens de communication que les Blancs ont toujours donnés. Dans la même interview, Krenak poursuit en disant qu'il voit des jeunes gens parler de leurs ancêtres et leur rappelle que ce n'est pas une mythologie, ils sont une continuation de la relation avec nos ancêtres, avec les technologies et les connaissances pour que nous vivons mieux aujourd'hui. Et les langues sont aussi dans cette
conception. En plus de survivre au Holocauste, à la mort, au pillage, à l'exploitation des corps et des territoires, les peuples indigènes parviennent encore à communiquer avec des êtres et des mondes dont le marché mondial nie l'existence. Ils négocient au-delà où les animaux sont des sujets. Ils connaissent de manière profonde leur pouvoir pathogène. Les chamans savent comment équilibrer ces relations afin de ne pas devenir des maladies. Et la forêt est fondamentale dans cet équilibre par les continuités de la santé et de la vie. Je veux retomer les mots d'Ayrton Krenak. Depuis que cette merveilleuse forêt, l'Amazonie, a commencé à se façonner ainsi avec cette immensité qu'elle a, elle a été coproduite pour ces peuples dont vous vous inquiétez des sorts. Maintenant, il y a des prophéties qui disent que toute cette forêt va disparaître et que ces gens qui ont toujours vécu en son sein vont aussi partir. Comment pouvons-nous nous détacher de certaines habitudes qui contribuent au déséquilibre dans lequel nous vivons aujourd'hui? Nous concluons ce discours par une diction d'Ayrton Krenak lorsqu'il nous rappelle que l'équilibre quotidien et les occupations routinières sont ce qui aidera l'humanité, en particulier ceux qui sont attaqués en permanence, à survivre. Il nous rappelle que résister signifie dans notre vie quotidienne faire ce que nous savons faire de notre mieux et de manière à satisfaire notre famille. Dans notre travail, nous considérons qu'il est important de les aider à écouter les langues et les pensées de ces leaders indigènes, ainsi que les preuves de la façon dont leurs pratiques parviennent à maintenir les langues, les ciels et la forêt là où ils se trouvent. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Ananda, pour cette belle intervention. Je me tourne immédiatement vers Marta Milani Bertocchi, qui vient de l'Uruguay. Marta, vous avez la parole pour 10 minutes. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et je vous remercie pour cet espace. Et je m'appelle Marta Milani Bertocchi et je voudrais vous partager mon écran. OK. Donc, je vis dans l'Uruguay et j'anime une petite école qui s'appelle Clinamen. Et nous enseignons à la distance maintenant, comme toute personne. Et donc, Clinamen, c'est une école d'italien pour hispanophones adultes et âgés, basée à Montevideo, en Uruguay. Et nous préférons apprendre et enseigner un petit groupe de 3 à 7 personnes. Et l'enseignement de l'italien comme langue étrangère à des personnes âgées et à des adultes dans un contexte d'éloignement spatial médiatisé par l'écran numérique peut sembler une entreprise désespérée. Et aussi parce que nous sommes une très petite école et la coprésence a toujours été cruciale. Et donc, j'ai essayé de reconstruire l'expérience vécue par l'école Clinamen en tenant compte des particularités des espaces numériques et des difficultés des élèves. Chaque vulnérabilité peut devenir une force et en sélectionnant et en adaptant des technologies appropriées à ses besoins. Et voilà, les publics auxquels Clinamen s'adresse est très particulier parce que les 70% de nos étudiantes sont âgées
Et tous nos étudiants abordent la langue italienne pendant leur temps libre et pour le plaisir pur et simple de l'apprentissage. Et la méthodologie didactique de Klinamen songe à mettre au centre l'apprenant, ses attentes, ses désirs et ses possibilités. Et je suis convaincue que mettre au centre signifiait mettre l'accent sur, et donc en faire un point qualifiant et fort. La somme des 2 points précédents ne peut que m'amener à mettre tous les accents à miser, donc sur la motivation, sur le plaisir d'apprendre, sur l'abaissement du filtre affectif, sur la dynamique ludique et sur la conversation détendue. Plutôt que d'être des enseignants au sens traditionnel du terme, notre condition privilégiée au dehors d'un cadre institutionnel nous fait choisir d'être, selon les mots de Stephen Krashen, des piqueurs d'intérêt et des conteurs des histoires. Et ce qui est un moyen très efficace de devenir des véritables facilitateurs des chemins d'acquisition linguistique de nos étudiants. Depuis de nombreuses années, nous essayons de proposer en classe des dynamiques de relations horizontales, des méthodes d'apprentissage collaboratif et en communication solidaire et attentive à l'autre. Et les premiers dangers que nous avons vus dans l'enseignement à télédistance, médiatisé par les outils informatiques, étaient les retours brutaux à la leçon frontale, à la classe hiérarchique et silencieuse. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'écouter nos élèves, de leur demander comment ils se sentent, comment ils vont. Et a été un effort de partage et d'écoute mutuelle qui nous a amené à accueillir, et nous amène toujours, à accueillir un feedback constant dans un état de remodelage et d'évolution continue. Voilà les technologies appropriées que nous avons identifiées. Et la salle de classe, donc l'espace physique où nous parlons et discutons ensemble, a été traduite en une salle Jitsi avec un apprentissage dominant audio et vidéo pour l'écoute, l'interaction et l'exposition orale. Et en mode d'interaction synchrone. Et si vous voulez, je ne sais pas, mais je peux partager mon blog avec toutes les indications. Et ici, il y a un exemple d'une classe, d'une leçon. La deuxième technologie appropriée, c'est pour les outils. Donc, les livres, les tables et les tableaux noirs, les tableaux blanches. De nombreuses classes ont leur matériel livre, qu'ils ont toujours eu. Les livres et notre ancrage dans la tempête et repère dans la distance est fondamental pour organiser la macrostructure. En mode d'interaction asynchrone, les livres étant source d'exercices et de systématisation que nous apprenons à valoriser de plus en plus. La table, qui à l'école est un espace fondamental de travail collectif où nous construisons physiquement la conversation, interagissons avec les compagnons, avec les réalia, et un espace de construction et de jeu. Et les tableaux noirs, les tableaux blancs,
lieu où l'on prend des notes, où l'on lit, où l'on écrit, est un texte d'appui à l'oralité et un outil de correction de l'interaction orale. Tous ces trois outils ont été traduits dans le chat Jitsi, de la plateforme Jitsi, et dans les pads, nous utilisons un pad de Etherpad avec alecos.net. Dans la chat Jitsi et dans les pads, nous pouvons écrire et lire et dans un mode d'interaction synchrone. Et aussi, la troisième, ici, il y a un exemple de jeu linguistique. Les troisièmes technologies appropriées sont les nouveaux matériels. Et dans ce moment, notre cahier collectif est notre journal de bord, notre bitácora en l'espagnol. Et donc, les cahiers personnels a été complémenté, a été complémenté par un cahier partagé où chacun contribue au parcours d'apprentissage du groupe, offre et reçoit des stimuli, des suggestions et du soutien. Il a été traduit dans un cloud, nous utilisons un cloud de Nextcloud, et avec texte, images partagées, audio partagé et un mode d'interaction asynchrone. Et voilà un exemple de notre laboratoire de cuisine dans la maison, chacun dans sa propre maison. Et je pense qu'il est important de souligner que tous les outils appropriés que nous avons identifiés sont tous logiciels libres et à code source ouvert. Si vous voulez, je les repris depuis. Et voilà, dans un processus de remodelage continu et permanent, voilà trois découvertes fondamentales. La première, c'est que l'outil approprié abaisse les seuils d'accès et donc les stress qui pourraient être liés à l'utilisation de la plateforme numérique et de la télédistance médiatisée, libérant ainsi des ressources pour l'apprentissage et le suivi de la mémoire à long terme. L'outil et la distance et des potentiels obstacles deviennent de précieux alliés pour apprendre de manière conviviale. Il est fondamental de prévoir des différents niveaux d'interaction possibles afin de ne pas baisser les niveaux d'exigence de la classe et de sauvegarder la richesse de la diversité individuelle, les attitudes personnelles et les dispositifs d'accès, parce que nos élèves se connectent de son téléphone, de son tablette, de son ordinateur. C'est compliqué. Mais nous avons à faire attention au rythme des activités parce que dans notre expérience, la leçon en ligne nous fatigue beaucoup. Donc, il est nécessaire de changer des modes d'interaction et avec un rythme bien serré. Et, je suis obligé de vous interrompre. Je suis vraiment désolé. Pourriez-vous conclure? Non, si, je n'ai pas entendu. Oui, si vous pouvez juste conclure, s'il vous plaît. Oui.
La deuxième découverte, c'est qu'une routine stable et constante dans cette situation d'éloignement spatial et donc psycho-émotionnel permettent à la fois de diminuer le stress et d'orienter l'ensemble du processus d'apprentissage de la langue dans le sens de la découverte et de l'expérimentation. Et la leçon séance dans ce contexte devient une routine qui se poursuit sans savoir changer est en garantie de distraction. Et aussi les nouveaux rythmes et ces nouveaux instruments sont constants et renouvelés. Ce renouvellement obligatoire nous a conduit au développement de nouvelles compétences et donc à une véritable coupe de motivation et à une nouvelle prise de conscience de notre propre force et faiblesse. Et parce que changer le point de vue de notre auto-analyse nous fait voir d'autres aspects de nous-mêmes et de notre apprentissage. Alors, il y avait une question, puisque quelqu'un nous dit, donc la distance n'impose-t-elle pas aussi une grande perdition au niveau des attitudes personnelles, par exemple? Non, rien du tout. Aussi parce que maintenant, nos étudiantes ont également beaucoup plus de temps libre qu'auparavant. Et donc, paradoxalement, ils sont beaucoup plus dévoués. Et, par exemple, avant, on utilisait peu les moments d'apprentissage asynchrone, mais maintenant, la phase asynchrone est fondamentale. Et notre collègue, avant, elle a dit, et maintenant, tous nos étudiants, ils vont partager beaucoup, ils écrivent beaucoup, ils voient beaucoup de télévision, de l'Internet, ils lisent beaucoup. Et non, pas du tout. La motivation, non, il n'y a pas un problème maintenant pour nous. Bienvenue pour qu'on donne la parole à un collègue, John Angel, qui est linguiste, didacticien, traducteur et qui enseigne l'anglais à l'Institut des langues orientales. John, 10 minutes. Merci Thomas, merci à tout le monde d'être là. Je voudrais tout d'abord, donc mon sujet c'est enseigner l'anglais pour les métiers de l'international. J'ai la chance d'avoir assuré plusieurs cours ce semestre, la deuxième moitié du semestre par Zoom, mais je vais citer en particulier l'exemple d'un cours dont j'ai été chargé pour Relations internationales, un programme à l'INALCO. Ce semestre, et je le cite, j'en parlerai surtout parce que c'était une expérience paradoxalement extrêmement positive pour moi et je pense pour mes étudiants en licence 3 dans ce cours et j'expliquerai peut-être pourquoi c'est le cas et j'essaierai de prendre un peu de recul par rapport à cela et considérer quelques implications. Mais je voudrais d'abord souligner une statistique que j'ai trouvée aujourd'hui, c'est-à-dire que ce confinement et les fermetures des écoles a impliqué 1,725 milliards d'étudiants et d'écoliers dans le monde. Donc, le problème est de taille. Et le problème, dont certainement une certaine partie de leurs professeurs et de ces étudiants ont continué d'une manière ou d'une autre à distance. Donc, c'est un problème. Et en guise d'introduction aussi à mes quelques commentaires, je pense que en tant que professeur de langue, nous sommes quelque part privilégiés parce que face à ce défi
de se mettre en urgence à 100% à enseigner à distance, parce qu'on est déjà un peu rodé depuis plusieurs années à quelques outils, les ressources audio, vidéo authentiques, les données linguistiques et culturelles authentiques nous parviennent souvent dernièrement par YouTube et par des films. Et donc, nous sommes un peu orientés vers l'international, évidemment, vers la distance, parce que par définition, les langues étrangères, c'est distancié de l'objet culturel et linguistique. Nous sommes habitués donc à ces pratiques un peu distanciées. Et dans mon cas, c'est au moins mon cas à l'INALCO, avec ce cours de L3, ça fait plusieurs fois que je me suis chargé de ce cours. Il y avait 33 étudiants et on a eu également la chance de se voir en présentiel pendant exactement la moitié du semestre. Et donc, on avait établi un rythme de travail, l'objectif du cours étant un peu les rhétoriques, l'objectif étant de créer un environnement de travail en anglais, en relations internationales, au moyen de lecture, de recherche, de discussion, de débat et d'exposés éventuellement sur des sujets d'actualité internationale. Et nous avons donc procédé à la moitié. Donc, il y a un premier module, en plus des lectures de presse et des discussions. On fait 2 modules par semestre où des petits groupes d'étudiants, de 3 étudiants, travaillent ensemble sur un projet de recherche de leur choix sous une thématique. Et la thématique de la première moitié, c'était l'immigration. Et ça venait de conclure et nous voilà confinés et donc l'université fermée. Le module de la deuxième moitié était en l'occurrence les solutions aux grands problèmes internationaux du monde. Et je pense que ça tombait bien. Et donc du coup, ils se sont répartis dans leur petit groupe de travail depuis le début du semestre. Et ils ont enchaîné avec leurs recherches, leurs discussions, débats et éventuellement des exposés, chaque groupe. Sur les 33 étudiants, 31 étaient assidus pendant tout le reste du semestre sur Zoom, ce que je trouvais impressionnant. Et nous avons continué donc, de manière très sereine. Et j'ai trouvé ils maîtrisaient eux mieux que moi, de loin mieux que moi, les modalités de Zoom pour les partages d'écran, de leur PowerPoint, de se présenter à 3 voix, un seul exposé, de l'alterner entre eux et d'introduire leur sujet, de conclure. Donc moi, c'était une expérience, j'ai trouvé paradoxalement excellente sur le plan pédagogique, sur le plan du contenu, sur le plan de l'anglais. On a pu intervenir sur les rhétoriques des textes qu'on a lus, etc. Et donc, je trouve, ça c'est un peu mon bilan positif et j'enchaîne, je sais que plusieurs de mes collègues ont également eu des expériences positives. Et en conclusion de mes commentaires, donc, il est évident qu'en tant que prof de langue, nous sommes chargés d'enseigner les langues qui ne sont pas des matières comme les autres. Et déjà un peu privilégiés de ce fait, parce qu'on peut inclure un contenu, une substance de notre choix. Et dans mon cas, je me charge de cours de relations internationales. On a infusé donc ce cours d'anglais d'un fond très sérieux et parfois même sophistiqué sur l'international. Mais vous aussi, tous les collègues infusent leurs enseignements de contenu divers et variés. Nous avons été amenés soudainement, par contre, à appliquer
toutes nos compétences avec les outils technologiques en extrême urgence. Et je pense qu'à divers degrés, nous y avons réussi. Et je trouve que tout le monde dit, il semble y avoir un consensus actuel, que ce n'est que le début d'une transformation possible des pratiques pédagogiques dans l'enseignement des langues, qui, à mon sens, vu que ça s'est passé dans l'urgence, il est normal qu'on ne sait pas encore les vraies implications, mais à mon sens, et là je parle à tout le monde qui est présent aujourd'hui pour ce colloque, je pense que c'est un appel à des recherches notamment qualitatives auprès des enseignants et auprès des apprenants qui ont vécu cette période exceptionnelle, pour comprendre leur vécu justement et les différents aspects pédagogiques de ce qui s'est passé, pour mieux comprendre comment on peut améliorer ces pratiques et exploiter de manière précise et créative et avec imagination ces beaux outils que nous avons à notre disposition, tels que Zoom. Et je pense par exemple, en conclusion, qu'aujourd'hui et demain, au moyen de ce colloque, nous sommes en train de démontrer nous-mêmes et de vivre une partie du potentiel assez extraordinaire de unifier des gens de partout dans le monde autour de sujets importants qui nous concernent tous. Et je pense que ce colloque même est un modèle de cette transformation pédagogique. Je vous remercie et j'espère avoir l'occasion d'interagir avec vous à l'avenir et aussi de participer à ces projets de recherche internationaux pour mieux comprendre ce qui vient de se passer et ce qui est toujours en train de se passer pour nous et pour nos étudiants. Merci. Cette distance numérique n'augmenterait-elle pas la posture d'exil, langue et culture? Ne devons-nous pas réfléchir là-dessus? Et la suite, ou alors cette posture est remaniée par le paradoxe présence-distance? Bon. Cette question est lourde. Je dois adresser cette question, je ne sais pas quoi dire. L'exil, ouf. Le début d'une réflexion sur les postures, temps, espace, corps et affect. Je pense que ces questions méritent vraiment réflexion. Cela pose vraiment fondamentalement ces questions de positionnement, du relationnel finalement et de l'aspect humain en présence. Et comment est-ce que cela se projette, et se projette de manière un peu fragmentaire au moyen de l'Internet, etc. Absolument, ça pose vraiment de véritables problèmes et c'est bouleversant pour nous autres qui ont été attirés vers les métiers de l'enseignement, en partie parce que nous aimons cet aspect humain et de la salle de classe et l'interaction avec les étudiants et le retour qu'ils peuvent nous faire et que nous pouvons leur faire et surtout dans les langues où c'est fondamentalement humain. Oui, c'est sûr. On est séparés de nos pratiques habituelles. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. Nous avons une pause de 10 minutes et dans 10 minutes, c'est Patrice Pognon qui revient vers vous afin d'animer la séance numéro 6.